Bonjour. C'est quand même un paradoxe assez fou, hein. On a investi pendant des décennies des sommes énormes. La frontière sud des États-Unis est l'appareil de sécurité le plus sophistiqué au monde. Et pourtant, les passages irréguliers, y battent des records. Comment on en est arrivé là? Hmm. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu cette histoire, cette gestion migratoire très complexe à la frontière sud-ouest. On s'appuie pour ça sur plusieurs analyses, notamment un rapport très détaillé du Migration Policy Institute, mais aussi des travaux universitaires. Oui, et notre objectif, c'est vraiment de comprendre comment les défis ont évolué depuis les années 80. Parce que le cœur du problème, et c'est ce que montrent bien les sources, c'est cette inadéquation criante entre les stratégies qu'on a mises en place hier et puis les flux migratoires d'aujourd'hui qui sont très différents. On va explorer ça au-delà des simples chiffres, quoi. C'est une distinction clé, ça. Parce que si on remonte aux années 80 et jusque, disons, au début des années 2010, le défi principal, c'était surtout la migration économique, majoritairement mexicaine, des hommes, souvent seuls, qui cherchaient du travail saisonnier. C'était la période post-Bracero, vous savez, ce programme. Et marqué aussi par l'IRCA en 86, cette loi qui a légalisé pas mal de monde, mais sans vraiment appliquer les sanctions contre les employeurs. Ça, c'est un point important. Tout à fait. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née la stratégie, on va dire, d'endiguement. Sous Clinton, puis Bush, puis Obama. On a massivement investi dans les résidences. Les effectifs de la patrouille frontalière ont doublé rien que sous Clinton. On a construit des barrières, déployé de la technologie, des opérations comme Gatekeeper à San Diego, Hold the Line à El Paso. L'idée, c'était de bloquer les passages dans les zones urbaines. Mais Ouais. le résultat, c'est qu'on a repoussé les passages vers des zones beaucoup plus dangereuses, le désert notamment. Un effet pervers assez terrible, non? Exactement. Ça a involontairement créé un marché très lucratif pour les réseaux de passeurs qui sont devenus de plus en plus organisés, de plus en plus sophistiqués, et même la création du DHS, le département de la sécurité intérieure, après le 11 septembre ou le Secure Fence Act de 2006, qui avait pourtant un large soutien bipartisan. Eh bien, tout ça a renforcé cette approche très centrée sur le contrôle physique de la ligne frontière. Et puis arrive le tournant, vers 2014, 2015, 2016. Là, la donne change radicalement. Et ce qui ressort vraiment des analyses, c'est à quel point ce changement a pris tout le monde de court. On voit arriver massivement des familles, des enfants non accompagnés, venus surtout d'Amérique centrale, Guatemala, Honduras, Salvador. Et puis, plus récemment, des demandeurs d'asile de nationalités extrêmement diverses. Venezuela, Haïti, Cuba, mais aussi de plus loin, Chine, Inde. Des gens qui fuient la violence, l'instabilité et qui demandent une protection humanitaire. Et c'est là que le système craque. C'est une des révélations clés en fait. Le système, il est comme un marteau face à une vis. Il a été conçu pour une tâche totalement différente. Renvoyer rapidement les migrants économiques mexicains, souvent des hommes seuls, face à des demandes d'asile qui, légalement, doivent être examinées et qui prennent des années à traiter, il est complètement submergé. Les tribunaux d'immigration croulent sous les dossiers, le système d'asile est devenu, de fait, une espèce de voie d'immigration parallèle, faute d'autres options. C'est ça. Il y a des politiques comme tolérance zéro sous Trump, avec les séparations familiales tristement célèbres, ou le titre 42, cette mesure sanitaire utilisée sous Trump et Biden pour expulser massivement pendant la pandémie, ou même le programme MPP, Remain in Mexico, qui forçait les demandeurs d'asile à attendre au Mexique. Toutes ces mesures ont tenté de dissuader, mais sans jamais vraiment régler le problème de fond, et en soulevant d'énormes controverses et des défis légaux considérables. Il y a un autre aspect que les sources mettent en lumière et qu'on oublie souvent. Une part très importante de l'immigration irrégulière, elle ne vient pas des traversées clandestines de la frontière. Ce sont les visa overstayers. Ceux qui entrent tout à fait légalement, avec un visa touriste, étudiant, etc., et qui restent après son expiration. Ils pourraient même être plus nombreux que les personnes interpellées à la frontière. C'est un point essentiel. Et pendant ce temps, les sanctions contre les employeurs qui embauchent des sans-papiers restent, disons, peu appliquées. On débat aussi beaucoup des visas de travail temporaire, comme les H2B pour les saisonniers, qui sont cruciaux pour certains secteurs de l'économie. Tout à fait. Et il faut aussi sortir de cette image d'une frontière qui ne serait qu'une ligne de crise. C'est une région binationale extrêmement dynamique. On parle parfois du troisième pays. Il y a 15 millions de personnes qui vivent là. Prenez San Diego, Tijuana. C'est des millions de passages légaux chaque année. Pour le travail, la famille, l'école, le shopping, les soins médicaux, cette interdépendance, elle est fondamentale.
mais elle est souvent complètement absente des débats nationaux qui se focalisent uniquement sur la sécurité et les passages irréguliers. Aujourd'hui, on est face à une complexité extrême. L'administration Biden essaye un peu de jongler. D'un côté, ouvrir certaines voies légales via l'application CBP One pour prendre rendez-vous, ou via des programmes de parole humanitaire qui sont des autorisations temporaires d'entrée. Et de l'autre, maintenir la dissuasion, par exemple, avec cette règle très controversée du pays tiers sûr. Mais bon, les défis juridiques, politiques, opérationnels sont énormes. Les niveaux de passage restent très élevés. Mhm. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait une réforme législative majeure, surtout du système d'asile. Sauf que le Congrès, lui, reste complètement bloqué là-dessus. Oui, et plusieurs facteurs expliquent pourquoi ça perdure. Il y a les moteurs classiques, push-pull, la pauvreté, la violence, l'instabilité politique dans les pays d'origine qui poussent les gens à partir, push, et puis l'attrait économique ou la sécurité relative aux États-Unis, pull. Ça joue toujours. Mais il y a aussi la mondialisation. L'information circule, les transports sont plus faciles. Et puis, il faut le dire, les réseaux de passeurs sont devenus des organisations criminelles transnationales très sophistiquées. D'où le besoin absolument crucial de partenariats internationaux forts, surtout avec le Mexique. Et aussi la nécessité d'agir sur les causes profondes, même si on sait que c'est du long terme et que les résultats ne sont pas immédiats. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, la situation actuelle à la frontière, c'est le résultat d'une inadéquation profonde. Un système de contrôle qui a été bâti pour une époque, pour un type de migration, et qui se retrouve complètement dépassé par les réalités migratoires complexes d'aujourd'hui. Le tout exacerbé par une paralysie politique qui empêche toute réforme de fond. C'est exactement ça. Et la leçon principale qu'on peut en tirer, c'est que la gestion des migrations, ça dépasse et de loin la simple ligne frontière. C'est devenu un enjeu intrinsèquement transnational, multi-agence. Une solution durable, elle ne peut pas se trouver uniquement à la frontière physique. Ça exige une réforme législative, une coopération internationale renforcée et une action sur les raisons qui poussent les gens à partir. C'est beaucoup plus large. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, un peu provocatrice pour conclure. Alors que les débats se focalisent si souvent sur la sécurité, à la ligne frontière, sur le mur, sur les chiffres, comment une société peut-elle trouver un équilibre réel et efficace entre cet impératif de sécurité, ses obligations humanitaires et puis les réalités économiques? Surtout face à des moteurs migratoires mondiaux qui, soyons réalistes, ne vont probablement pas faiblir, voire vont s'intensifier dans les années à venir.